Merci d'être avec nous sur Al24 News au sommaire de l'actualité de ce mercredi 15 avril. Blocus américain sur le détroit d'Ormuz pour le président iranien Massoud Pezeshkian. Toute tentative de la part d'autres États d'imposer leur volonté à l'Iran ou de le contraindre à capituler est vouée à l'échec. L'entité sioniste poursuit son agression contre le Liban, faisant au cours des dernières 24 heures 43 martyrs et 140 blessés. Le gouvernement annonce déposer une plainte au Conseil de sécurité et au secrétaire général de l'ONU au sujet des frappes de l'entité sioniste. Le président algérien Abdelmadjid Tebboune salue le pape Léon XIV au terme de sa visite officielle en Algérie, l'ayant mené notamment sur les traces de Saint-Augustin. Retour dans ce journal sur les principales étapes de cette visite historique. Et ce 15 avril marque les 3 ans de la guerre au Soudan, opposant l'armée aux forces de soutien rapide. Selon les Nations Unies, il s'agit de la pire crise humanitaire au monde. Bonsoir à tous. Le président iranien Massoud Pezeshkian a affirmé ce mercredi que toute tentative de la part d'autres États d'imposer leur volonté à l'Iran ou de le contraindre à capituler était vouée à l'échec, soulignant que l'Iran ne cherchait ni la guerre ni l'instabilité et insistait toujours sur le dialogue et un engagement constructif avec d'autres pays tout en condamnant la guerre menée par les États-Unis et l'entité sioniste contre l'Iran. La République islamique d'Iran ne cherche ni la guerre ni l'instabilité dans la région. Elle a au contraire toujours affirmé son attachement au langage du dialogue et à une interaction constructive avec les différents pays du monde. Cependant, toute tentative de contraindre le pays ou d'imposer la volonté de l'ennemi sera vouée à l'échec, car le peuple iranien n'acceptera jamais une telle approche et ne se rendra pas face aux intimidateurs. Et l'Iran a menacé ce mercredi de bloquer le trafic maritime en mer Rouge si les États-Unis continuaient à exercer un blocus sur les ports iraniens, estimant que ce dernier pourrait mener à une violation du cessez-le-feu en vigueur depuis le 8 avril. C'est ce qu'a estimé ce mercredi le général Ali Abdullahi, chef du commandement des forces armées iraniennes. Et de son côté, le président américain a indiqué que quelque chose pourrait arriver au cours des 2 prochains jours concernant de nouvelles discussions entre Washington et Téhéran à Islamabad. Donald Trump qui a estimé que la guerre avec l'Iran était presque finie. Et une délégation pakistanaise conduite par l'influent chef de l'armée Asim Munir est arrivée ce mercredi en Iran pour poursuivre la médiation d'Islamabad dans les traités entre Washington et Téhéran en vue d'un accord pour mettre fin à la guerre régionale selon la télévision d'État iranienne. La délégation apporte un nouveau message de Washington à Téhéran et doit discuter de la question des futures négociations avec les responsables iraniens après l'échec d'une première session de pourparlers entre les deux pays ennemis ce week-end à Islamabad. Et Téhéran a confirmé ce mercredi que les échanges avec les États-Unis se poursuivaient par l'intermédiaire du Pakistan après l'échec de leurs discussions pour mettre fin durablement à la guerre au Moyen-Orient à Islamabad le week-end dernier. در یک روند دیپلماتیکی تبادل پیام‌ها
Les échanges de messages se poursuivent depuis dimanche, jour du retour de la délégation de la République islamique d'Iran à Téhéran. Et jusqu'à aujourd'hui, de nombreux messages ont été échangés par l'intermédiaire d'un représentant pakistanais. Nos positions ont été très clairement exposées, tant lors des négociations que lors de ces échanges. Et pour sa part, le président turc Recep Tayyip Erdogan a affirmé ce mercredi qu'Ankara œuvrait à prolonger le cessez-le-feu entre les parties concernées, en l'occurrence les États-Unis et l'Iran, à apaiser les tensions et à assurer la poursuite des pourparlers, affichant son optimisme quant à la réussite des négociations malgré les obstacles. Malgré toutes les difficultés rencontrées dans le processus de négociation entre l'Iran et les États-Unis, nous n'avons pas perdu espoir. Il y aura peut-être des défis, des problèmes complexes qui prendront du temps à résoudre. Mais si l'on se concentre sur les bienfaits de la paix et si l'on adopte une perspective à long terme, une part importante de ces problèmes sera résolue. Nous formulons les propositions et les efforts nécessaires pour réduire les tensions, prolonger le cessez-le-feu et poursuivre les négociations. Bunların önemli bir kısmı hal yoluna konulacaktır. La Chine et la Russie, cette fois, ont affirmé ce mercredi leur proximité face à la guerre au Moyen-Orient, Moscou offrant à Pékin de compenser le déficit des ressources énergétiques qu'elle subirait à cause du conflit. Le ministre russe des Affaires étrangères, Sergei Lavrov, en visite de 2 jours en Chine, a par ailleurs confirmé la venue de Vladimir Poutine au cours du premier semestre 2026. La Russie est certainement capable de compenser la pénurie de ressources survenues en Chine et dans les autres pays, désireux de travailler avec nous sur la base de l'égalité et du bénéfice mutuel. La Russie l'a affirmé à plusieurs reprises. Le président a également abordé cette question, notamment en ce qui concerne le projet des pays européens et de la Commission européenne visant à rompre totalement toutes les relations énergétiques avec la Russie. Et je vous en parlais en titre également, l'entité sioniste poursuit son agression contre le Liban, faisant chaque jour de nouvelles victimes. Selon le ministère libanais de la Santé, au cours des dernières 24 heures, 43 citoyens sont tombés en martyrs et 140 autres ont été blessés dans cette agression, faisant grimper le bilan des victimes de cette agression entamée le 2 mars à 2167 martyrs et 7061 blessés. Par ailleurs, 4 secouristes du service d'ambulance de Nabatiyeh, du comité islamique de la santé et des scouts d'El Risala au Liban sont tombés en martyrs et 6 autres ont été blessés dans des frappes aériennes de l'entité sioniste sur la ville Mayafadoun. Et des personnes en deuil se sont rassemblées ce mercredi sur un site funéraire temporaire à Tyr, au Liban, pour enterrer Radir Balbari, âgé de 19 ans, qui selon son père est tombé en martyr la veille lors d'une frappe de l'entité sioniste qui a également blessé 8 personnes. J'étais chez moi, mes filles, les filles de mon frère, ma femme et la femme de mon frère étaient assises sous l'immeuble. Soudain, un missile est passé au-dessus d'elles. Les enfants de mon frère et mes autres filles ont été blessés. Toutes avaient des blessures légères, sauf ma fille. Elle a été touchée à la taille par des éclats d'obus, ce qui l'a tuée sur le coup. Nous sommes comme tout le monde, je ne suis pas le seul à avoir perdu un martyr. Des familles sont parties. Le fils de mon frère est mort. Ma sœur, son mari et ses enfants sont morts. Ce n'est pas seulement ma fille qui est partie. Dans notre famille, nous avons perdu 6 ou 7 membres. Le Liban qui a demandé à son représentant auprès des Nations Unies de déposer une plainte au Conseil de sécurité et au secrétaire général de l'ONU au sujet des frappes aériennes sionistes ayant ciblé la semaine dernière plusieurs régions libanaises, dont la capitale Beyrouth. Par ailleurs, 10 pays ont exprimé dans une déclaration conjointe leur vive inquiétude face à la détérioration de la situation humanitaire au Liban, en proie à des agressions sionistes appelant à la protection des travailleurs
humanitaire et à une cessation urgente des agressions de l'entité sioniste. Et je vous en parlais en titre, le président algérien Abdelmadjid Tebboune a salué ce mercredi le pape Léon XIV à l'aéroport international Houari Boumedienne à Alger, au terme de sa visite officielle en Algérie. Après avoir écouté les hymnes nationaux des deux pays, le président algérien et le pape ont passé en revue des détachements des différentes forces de l'armée nationale populaire qui leur ont rendu les honneurs. Par la suite, le président algérien a salué la délégation accompagnant le pape Léon XIV. De son côté, le souverain pontife a salué les hauts responsables de l'État. Le pape Léon XIV a quitté l'Algérie au terme d'une visite officielle qu'il avait entamée lundi à l'invitation du président algérien. Retour compromis sur les principales étapes de la visite du pape Léon XIV à Annaba, mais aussi à Alger, et les messages véhiculés depuis des sites emblématiques avec Safouane Ben Sabri. La visite pontificale s'achève. Le pape s'envole en direction de Yaoundé au Cameroun où il continue sa tournée africaine après un séjour de 2 jours en terre natale d'Augustin, son maître à penser. Une visite bénie, selon les termes du pape en personne. Le souverain pontife a remercié les autorités algériennes ainsi que l'église locale en réaffirmant le message millénaire de son mentor. Pour la première visite d'un pape en Algérie, ce furent 2 jours riches en intensité et en symboles avant de s'envoler au matin du 3e jour. Le séjour à Alger a débuté par une visite au monument du martyr, symbole ultime de la révolution algérienne et de ceux qui ont sacrifié leur vie pour l'indépendance, un passage obligatoire pour toute personnalité de haut rang visitant l'Algérie. La basilique de Notre-Dame d'Afrique, au lieu de la chrétienté en Algérie, a accueilli pour la première fois de son histoire un pape, surplombant la capitale. Elle a servi de caisse de résonance pour les mots du pape, à la portée mondiale. À Annaba, c'est une escale pontificale mais aussi personnelle pour Léon XIV, tant il voue une admiration et un alignement religieux à Saint-Augustin, dont il est venu renouveler le message. À la basilique Saint-Augustin à Annaba, sur la colline qui domine la ville moderne ainsi que l'ancienne ville romaine d'Hippone, le souverain pontife déclare que la visite revêt une forte valeur symbolique. C'est ici que Saint-Augustin a été évêque d'Hippone pendant plus de 30 ans. Situé à Annaba, le site archéologique d'Hippone témoigne d'un riche héritage historique. Avec un passé millénaire, le site est considéré aujourd'hui comme un miroir des civilisations marquant le passage des plus grands empires de l'Antiquité. Le point avec Mohamed Wali Ben Chaban. Sur les terres fertiles de l'Algérie, dans la wilaya de Annaba, repose le site archéologique d'Hippone et Polégius. Ce n'en résonne comme un écho lointain de la grandeur antique. D'origine phénicienne puis résidence royale numide, Hippone a connu son apogée sur l'Empire romain, s'imposant comme un carrefour politique, économique et culturel majeur de la Méditerranée. La ville d'Annaba est considérée comme l'une des plus anciennes zones de transit et d'interconnexion bâties en Méditerranée. Cela a permis à Hipporégius d'évoluer à travers plusieurs étapes historiques telles que la période phénicienne, 12e siècle avant Jésus-Christ, la période numide, 3e siècle avant Jésus-Christ, la période romaine de 46 avant Jésus-Christ jusqu'à l'an 430, la période vandale de 431 jusqu'à 534, la période byzantine jusqu'à 634 et enfin la période islamique à partir des 7e et 9e siècles. Parcourir ce site, c'est feuilleter un livre d'architecture à ciel ouvert. Parmi les monuments du site d'Hippone, nous trouvons des villas avec vue sur mer, ainsi que la basilique de la paix de Saint-Augustin, datant des 4e et 5e siècles, où Saint-Augustin fut désigné évêque d'Hippone. Parmi les annexes de l'église figurent le baptistère, les 3 nefs, l'abside, un petit déambulatoire et la bibliothèque. Le site abrite également un marché, les thermes du Nord et du Sud, le forum et le théâtre.
C'est ici que saint Augustin a forgé son influence, faisant de la cité un phare spirituel universel. Ce site veille jalousement sur cette mémoire intellectuelle unique. Le musée d'Hippone comprend 3 salles, la salle basse, la salle des mosaïques et des stèles, ainsi que la salle supérieure dédiée aux pièces archéologiques. On y retrouve 5 mosaïques datant du 3e au 5e siècle. Parmi elles, on cite la mosaïque de la pêche, la mosaïque des amours vendangeurs, une mosaïque offrant une vue d'ensemble d'Hippone et la mosaïque du dieu de la mer, maître des océans. Hippo Regius dépasse son passé pour porter un message de paix et de valeurs humaines universelles. Plus qu'un site archéologique, c'est une invitation au dialogue des cultures pour offrir au monde un message d'espoir renouvelé. Je vous le disais en titre, ce 15 avril marque les 3 ans de la guerre au Soudan qui oppose l'armée aux forces de soutien rapide selon les Nations Unies. Il s'agit de la pire crise humanitaire au monde. Au total, 14 millions de Soudanais ont dû fuir leurs habitations. Le nombre de morts se compte en dizaines de milliers. Et si le gouvernement a pu reprendre le contrôle de la capitale, la guerre continue sur d'autres fronts à l'intérieur du pays. Le point avec Neyla Hamouda. Faim, déplacement de population, violence ethnique. La guerre civile du Soudan entre dans sa 4e année. Depuis avril 2023, les combats opposent l'armée régulière aux paramilitaires, plongeant le pays dans un conflit généralisé. Les affrontements se poursuivent dans plusieurs régions, sans perspective claire de sortie de crise. Maintenant, après 3 ans, nous constatons que le conflit se poursuit dans les 6 États du pays. Mais le problème majeur, c'est la fragmentation politique et sociale importante au Soudan, conséquence directe de la guerre. Sur le terrain, les civils paient le prix fort. Les bombardements et les attaques de drones rythment un quotidien marqué par la peur et la terreur. La situation est très difficile pour tout le monde. La vie est dure et nous sommes déjà épuisés. Les attaques de drones sont constantes, nous obligeant souvent à dormir dans la rue. Il n'y a ni lit ni toilette. La situation est vraiment terrible. En 3 ans, des millions de personnes ont été contraintes de fuir leur foyer. Les camps de déplacés s'étendent, souvent dans des conditions extrêmement précaires. La crise humanitaire atteint aujourd'hui des niveaux alarmants selon les ONG, notamment pour les plus jeunes. La situation humanitaire actuelle au Soudan est tout simplement catastrophique. Le nombre de personnes déplacées ne cesse d'augmenter. Le nombre d'enfants souffrant de malnutrition ne cesse de croître. Les épidémies de choléra, de rougeole et d'autres maladies se poursuivent régulièrement. La guerre continue de progresser. Malgré les appels répétés de la communauté internationale, les tentatives de cesser le feu échouent les unes après les autres. Le pays est devenu le théâtre de groupes armés qui font une guerre de proxy dans la région. Les conditions sanitaires sont déplorables et les moustiques pullulent. Nous avons un besoin urgent d'insecticides et d'eau potable, d'approvisionnement en électricité et également très instable. Le problème de l'eau est encore plus grave. Nous devons payer un prix exorbitant pour l'eau potable. La situation actuelle est vraiment très difficile. Entré dans sa 4e année de guerre, le Soudan demeure plongé dans l'incertitude. Pour des millions de Soudanais, l'espoir d'un retour à la paix s'amenuise de jour en jour, laissant place à un avenir sans lendemain. Et le conseiller du président américain pour les affaires africaines, Massoud Boulos, a indiqué que les États-Unis ne prenaient parti dans la guerre qui fait rage au Soudan d'aucun parti, soulignant en marge d'une conférence internationale sur l'aide au Soudan à Berlin que les États-Unis s'efforçaient d'obtenir une trêve humanitaire permettant l'acheminement de l'aide aux populations. Et pour sa part, la ministre britannique des Affaires étrangères, Yvette Cooper, a affirmé que la communauté internationale avait échoué au Soudan et a appelé à un effort international concerté pour stopper le flux d'armes.
We're here today on the third anniversary of the most horrendous conflict. Nous sommes réunis aujourd'hui à l'occasion du 3e anniversaire du conflit le plus abominable qu'ait connu le Soudan. Des pays du monde entier se sont retrouvés à Berlin pour discuter de la manière dont, franchement, la communauté internationale a trop longtemps failli à son devoir envers le peuple soudanais. Nous avons été témoins des atrocités les plus effroyables. Nous avons vu le viol utilisé comme arme de guerre à une échelle quasi industrielle. Nous avons vu près de 20 millions de personnes menacées de famine. Nous devons exercer une pression maximale sur les parties belligérantes afin qu'elles parviennent au cessez-le-feu urgent dont nous avons désespérément besoin. Nous avons également besoin d'une aide humanitaire pour venir en aide aux personnes qui en ont cruellement besoin. Et c'est pourquoi, aujourd'hui, dans le cadre de cette conférence, le Royaume-Uni s'engage à verser 146 millions de livres sterling cette année au peuple soudanais. Allez, parlons à présent de sport, football et la Ligue des champions européenne. Les deux affiches des quarts de finale. Retour de la soirée débute à 20h. Arsenal jouera face au Sporting Lisbonne à l'Emirates Stadium. Les Gunners ont remporté le match aller sur le score d'1-0. À Munich, le Real Madrid tentera une remontada face au Bayern après sa défaite au match aller 2-1. Allez, retour à présent sur les deux autres rencontres jouées hier qui ont vu la qualification du Paris Saint-Germain et de l'Atlético Madrid avec Faisal Salah. Paris réussi pour Paris. L'équipe de Luis Enrique s'est qualifiée pour le dernier carré de la Ligue des Champions pour la 3e fois consécutive, soit une 5e qualification cette saison. Nous avons prouvé à maintes reprises que nous avons un bon mental et que nous sommes une équipe solide. Il faut donc continuer sur cette lancée. Battre Liverpool à Anfield, ce n'est pas une chose facile et nous l'avons fait. Les Parisiens ont résisté à la pression des Anglais lors de ce match retour des quarts de finale. VAR a annulé le penalty de Liverpool provoqué par McAllister. Hugo Ekitike, blessé et évacué, a été remplacé par Mohamed Salah à la 31e minute. L'international français souffre d'une rupture du tendon d'Achille droit et il sera forfait pour la prochaine Coupe du Monde. La blessure d'Hugo semblait assez grave, mais j'ai du mal à dire à quel point. Après la pause, le Ballon d'Or, Ousmane Dembélé a inscrit un doublé permettant aux hommes de Luis Enrique de s'imposer 2-0 et de sceller la qualification. Victoire du champion en titre, soit 4-0 sur l'ensemble des deux matchs. Ça travaille de la meilleure des manières et aujourd'hui on a montré quel type d'équipe nous sommes. Et c'est qu'on a montré l'année dernière, qu'on continue à montrer cette année. L'Égyptien Mohamed Salah a fermé le chapitre de la Ligue des Champions avec le maillot de Liverpool. Le Pharaon a joué son dernier match européen avec les Reds. Au Metropolitano à Madrid, l'Atlético de Diego Simeone a fêté la qualification pour le dernier carré. Une première en avant, malgré la défaite concédée à domicile de 2-1, mais avec une victoire de 3-2 sur l'ensemble des deux matchs. Mené 2-0 après le match aller au Camp Nou, la semaine dernière, le Barça a montré des belles choses et de la détermination. Lamine Yamal a profité d'une erreur de Clément Lenglet pour ouvrir le score à la 4e minute. Ferran Torres a remis les pendules à l'heure à la 24e minute. Mais cela n'a pas été suffisant. Ademola Lookman a marqué pour l'Atlético à la 31e minute et redonné l'avantage aux siens sur l'ensemble des deux matchs. Le FC Barcelone a dominé la possession après la pause et il s'est vu refuser un 3e but par la VAR pour hors-jeu. Comme au match aller, le Barça a joué à 10 contre 11 après l'expulsion d'Eric Garcia. Comment ne pas être ravi d'être en demi-finale face aux 4 meilleures équipes d'Europe? Notre adversaire sera un adversaire redoutable. Mais comme je l'ai dit, nous sommes très heureux et fiers de notre parcours dans cette compétition qui réunit les meilleures équipes. Une défaite de 2-1 à domicile a suffi l'équipe de Diego Simeone pour se qualifier 3-2 sur l'ensemble des deux matchs. Voilà, on arrive à la fin de ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi. Vous pouvez revoir ce programme sur le site d'Al24 News ou à travers nos différentes plateformes en scannant le QR code qui s'affiche en bas de votre écran. Excellente soirée à tous.